You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You'll never know, dear, how much I love you. So wait till I take my sunshine away. That's what I started to sing. C'est ce que j'ai commencé à chanter. In the plane. Dans l'avion. Teddy Glenn n'avait pas 20 ans lorsqu'au soir du 5 juin 1944, il fut l'un des tout premiers parachutistes à s'envoler vers la terre de France. Nous l'avons peut-être oublié aujourd'hui, mais ce sont les Britanniques de la 6e Airborne qui précédèrent l'incroyable armada qui devait déferler sur les plages normandes au matin du 6 juin 1944. Qui se souvient de ces jeunes hommes qui, dans la nuit du 6 juin, allaient risquer leur vie, briser le verrou allemand et laisser pour beaucoup d'entre eux leur jeunesse? Ce film raconte l'histoire de ces hommes qui furent la tête de pont du débarquement aux avant-postes de la liberté. Aujourd'hui, les derniers survivants nous racontent, jour après jour, leurs préparatifs, les entraînements et la mission qui leur fut confiée. Déposés par planeurs et parachutés derrière les troupes ennemies, ils allaient devoir sécuriser le flanc est de la zone de débarquement. Leur objectif, la prise du pont du canal de Caen, qu'ils devront tenir jusqu'au lendemain en attendant l'arrivée de milliers de parachutistes et troupes transportées par planeurs. C'est ce pont devenu une légende qui porte aujourd'hui le nom de leur compagnie, de leur courage et de leur sacrifice, Pegasus, Pegasus Bridge. Près de 70 ans plus tard, ils reviennent là où, au péril de leur vie, ils avaient atterri. Cette mission de tous les dangers, en pleine nuit, la toute première de l'opération Overlord, s'avère donc comme un objectif de première importance. Ils étaient les premiers, ils sont aujourd'hui les derniers survivants de cette toute première mission, de cette nuit sacrée. Le débarquement en Normandie n'a pas commencé le 6 juin 1944. Il fallait bien un jour leur rendre hommage avant que leur voix ne s'éteigne à tout jamais. C'est le 23 avril 1943 que Churchill décide de la formation d'une nouvelle unité aéroportée, la 6e Airborne. Près de 12 000 hommes vont la constituer. 150 d'entre eux vont être les premiers à combattre. C'était il y a longtemps, 68 ans pour être précis. Et me voici de retour à l'aéroport de Braze Norton. Nous savions dès le début que nous allions d'une certaine manière mener l'assaut final en Europe. Quand le moment est venu d'aller à la guerre, de participer au combat, je suis devenu pilote de planeur. Le premier que j'ai piloté, c'était un Horsa. Le Horsa, comme on nous l'a appris bien sûr, pouvait transporter 30 hommes, y compris les deux pilotes. Dans le Horsa, il y a 2 postes de commande côte à côte et un cockpit vitré avec 2 sièges. Et chaque pilote peut le diriger. Si l'un des pilotes était touché, l'autre pouvait prendre les commandes. On montait dans des planeurs, on s'entraînait, monter et descendre et monter encore une fois, charger et décharger. Ça a duré longtemps. Ça pouvait prendre 12 heures par semaine, en plus des autres entraînements pour nous endurcir. On regardait les plans des lieux qu'on devait prendre. On avait tous un plan. Bob Midwood a une carte sur le mur là, et ce n'est pas le briefing des vues aériennes précédentes, mais des instructions sur les zones d'atterrissage.
L'église que cet officier est en train de pointer du doigt en haut, c'est l'église de Touffreville. Et en bas, c'est Esqueville. Et notre zone d'atterrissage se situait entre Esqueville et Touffreville. On a informé mon bataillon que notre compagnie aurait pour mission l'opération Coup de main sur les ponts en Normandie. C'est le 2 mai 1944 que le brigadier Nigel Powett, chef de la 5e brigade de parachutistes, dévoile dans le plus grand secret aux officiers de la 6e Airborne quelle va être la toute première mission du débarquement. 6 planeurs vont participer à la mission et vont devoir se poser de nuit au plus près des 2 ponts sur la rivière Orne. Pour s'emparer de ces 2 objectifs, 3 d'entre eux vont atterrir au pont de Bénouville et les 3 autres planeurs au pont de Ranville. Il est indispensable de prendre ces objectifs en quelques minutes avant que les Allemands aient pu comprendre ce qui se trame et les empêcher d'intervenir pour détruire les ponts. Nous avons décidé que la compagnie du Major Harvard serait celle qui mènerait l'opération. Il fallait qu'Howard soit un commandant hors pair pour mener l'opération et en qui nous avions toute confiance. On n'aurait pas pu servir sous meilleur officier. On l'aurait suivi n'importe où. Le Major Howard découvre donc l'importance stratégique de cette toute première mission. L'enjeu est capital. Prendre ces 2 ponts sur la rivière Orne, c'est bloquer toute tentative de contre-attaque allemande et éviter l'échec du débarquement des troupes britanniques sur Sword Beach. Sans savoir où ils atterriront en France, les commandos du Major Howard commencent en Angleterre un entraînement spécifique. Ils savent dès lors qu'ils seront les tout premiers à libérer la France. Parmi eux, Jim Walworth, Teach Reiner, Pat Turner et John Tillett. On savait qu'on allait être les premiers. Et certains d'entre nous disaient « Bon Dieu, c'est pas terrible là-bas, tu sais ». La mission Pegasus. Nous avons dû répéter le décollage. Le largage, l'atterrissage et l'attaque du pont Pegasus. De très nombreuses fois. On s'est entraîné parce qu'il fallait qu'on soit proche. Les 3 planeurs devaient être sur chaque pont. Je me devais de bien atterrir, car j'avais 30 gars derrière moi qui devaient sortir de ce foutu planeur et commencer le combat. Il y avait probablement 90 mètres, voire un peu plus à parcourir pour arriver au pont. On s'entraînait sur 2 ponts, etc. Quasiment les mêmes que ceux que nous allions attaquer en Normandie. On savait piloter de nuit, on en avait l'habitude. On devait atterrir au clair de lune et donc il suffisait d'observer la lune. C'est nettement mieux d'arriver en premier, parce que pour ceux qui arrivent après, c'est beaucoup plus difficile. On était satisfaits d'être les premiers. On appelle ça le tunnel. Et c'est là que tout le travail a été fait pour le jour J. C'est ici que 300 à 400 personnes ont travaillé sans arrêt. Nous sommes dans le tunnel, au-dessous de Fort Southwick, là où je travaillais pendant la guerre. C'est dans cette pièce que tous ceux qui ont organisé l'invasion de la France ont travaillé pour que tout soit synchronisé. On a su que ça se passerait en Normandie seulement 3 semaines avant.
Au début de mai 1944, nous avons assisté à une conférence secrète, où on nous a dit que ce serait en Normandie, en juin, pas de date. C'était un secret très bien gardé. N'oubliez pas, on avait autour de 20-21 ans. On se sentait invincible, on était les meilleurs pilotes au monde. On savait qu'on pouvait voler comme personne, on savait qu'on était invincible. On savait qu'on vivrait éternellement. Qu'est-ce qu'on était stupide. C'est l'âge, j'imagine. C'est le 28 novembre 1943, à la conférence de Téhéran, que Churchill, Roosevelt et Staline décident d'un débarquement en Normandie. Il n'aura fallu qu'1 an et demi pour la mise en place de la plus grande opération aéroportée de tous les temps. 6 000 navires s'apprêtent à déferler sur les côtes de France. Près de 12 000 avions vont participer à l'opération. À l'avant-garde de cette gigantesque invasion, 180 Britanniques de la 6e Airborne vont devancer l'incroyable Armada. Ce 5 juin 1944, ils vont entrer dans la légende. Dans l'après-midi du 5, on s'est préparé et on est parti à 6 heures avec les camions pour aller à l'aéroport, à la zone d'atterrissage de Harwell. Ouais, ce sont tous mes amis. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus. Il y avait 60 éclaireurs uniquement et 10 par avion. Oui, je me reconnais, c'est moi là. Oui, c'est moi. Ma mère était dans un cinéma en Angleterre. Elle m'a vu sans savoir que je partais pour la France. Et elle s'est mise à pleurer. Là, ce sont les éclaireurs. Ils se noircissaient le visage avec du cirage. Là, c'est mon capitaine. Un homme vraiment courageux. C'était le patron. Très dur, vraiment coriace. Quand il m'appelait, il criait « Studley », très en colère. Il était le premier à atterrir en Normandie en parachute. Il était terrible. C'était un vieux James Bond. Voilà Paddy Sullivan qui est mort. Il était mon garde du corps. Il est mort à Touffreville. C'était un soldat qui devait me protéger car j'avais la balise. Il s'est tout de suite battu contre les Allemands et il a été tué. Je pense que ceux qui ont survécu ne sont que des vétérans. Ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas revenus sont les véritables héros. C'est le général Gale. Il est venu nous attribuer une citation pour ce qu'on allait faire. Je me souviens de cet officier qui disait « Les éclaireurs vont être largués ».
Débrouillez-vous pour rentrer vivant. Get your own way back. Une chose que j'avais en tête, c'était de savoir si j'allais m'en sortir. En même temps, ça ne m'inquiétait pas. Je voulais l'être, mais je suppose que j'acceptais le fait que je ne reviendrais pas. Mais encore une fois, ça ne m'inquiétait pas. Je suppose que quand on est jeune, on voit les choses comme ça. Donc, je suis heureux d'être là, mais je ne pensais pas que j'allais survivre. Depuis les bases de Tarrant Rushton et d'Harwell, à l'heure de s'envoler, c'est la cérémonie des adieux. On devait synchroniser nos montres. Je me suis dit, c'est pas trop tôt, on s'est assez entraîné. On pouvait le faire devant, derrière, dans tous les sens. On pouvait le faire les yeux fermés, c'était presque le cas d'ailleurs, puisqu'on a fait ça de nuit. On est parti en toute confiance, sachant que notre préparation, que les vols qu'on avait effectués feraient l'affaire. De la reine, du roi et pour tous ceux pour qui on se battait. Nous les avons vus dans les avions, dans les planeurs, le visage noirci, beaucoup de commandants de peloton, beaucoup d'amis. Et lorsque nous nous sommes serrés la main avant de partir, on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit, est-ce qu'on se reverra un jour? Je me souviens très bien de tout ça. Le Spitfire de la RAF a ramené les photos de la zone d'atterrissage K. Nous avons bu du thé, la dernière tasse de thé en Angleterre. C'est un été qui n'ose toujours pas dire son nom. Sous un ciel d'hiver, au crépuscule de cette nuit sacrée, avec pour unique talisman l'emblème d'un cheval ailé, les Britanniques de la 6e Airborne s'apprêtent à libérer l'Europe, prisonnière depuis près de 5 ans de cette nuit noire dans laquelle le Troisième Reich l'a plongée. Quand malgré vos états d'âme, le devoir vous appelle, vous devez le faire. C'est la meilleure chose à faire. Alors que le soleil se couche sur plus d'un millier de camps d'entraînement et des dizaines d'aérodromes dispersés aux 4 coins de l'Angleterre, l'opération Coup de main emporte dans le flanc de ses bombardiers et de ses planeurs l'espérance des nations du monde. On ne savait pas ce qui se passerait. Un peu d'enthousiasme et un peu d'appréhension. Ils savaient qu'ils allaient être les premiers. Ils savaient qu'ils allaient en parler jusqu'à la fin de leur vie. Ils étaient vraiment ravis d'être les premiers à arriver. Cette confiance qu'ils avaient, ils s'étaient beaucoup entraînés. C'était des soldats de première classe, les soldats rapides de première classe qu'il fallait être. 22h50. 60 Pathfinders basés à Harwell, 180 combattants à Tarrant Rushton et 200 autres parachutistes rejoignent leurs avions. Dans le ronflement des quadrimoteurs résonne le grondement de l'opération Overlord.
C'est une bonne sensation, parce que le planeur vole plus haut que l'avion. L'avion est toujours en piste et le planeur est déjà dans le ciel. Et quand le planeur vole, il vole plus haut que l'avion. Quand le planeur a décollé et a été aéroporté, personne ne parlait beaucoup. Tout le monde était plongé dans ses pensées et dans ce qui allait nous arriver. On ne pouvait pas regarder par les hublots. Il faisait noir dans le planeur et on ne savait pas où on était, ni pour combien de temps on serait en l'air. On attendait l'inévitable, l'atterrissage sur le point d'attaque. From where I am, standing between the two pilots of this glider, I can see the navigation lights of the tug in front of us, and off to left and right, the navigation lights of other tugs and other gliders bound on the same mission. Circling above from time to time, I can see the lights of the fighter screen, which is protecting us. And looking back down the glider, there are seated, although I can't see them in the half light, officers and men, all laden up with equipment so heavily that they can barely walk. But they've got to carry with them the means by which they can fight the moment they land. Oh, great Scott! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? On devinait que quelque chose se passait, mais on ne réalisait pas que c'était le début du jour J. Nous avions la peur de notre vie. Quand on regardait par la fenêtre, c'était le soir. On volait au-dessus de l'eau, et évidemment, je ne sais pas nager. Alors si l'ennemi abattait le Halifax, le pilote lâchera les commandes et nous irions dans l'eau. On nous disait, ne vous faites pas de soucis, ils flotteront. Mais je n'avais vraiment pas envie de me retrouver à l'intérieur de l'avion, sur l'eau. Et nous n'avions pas de gilet de sauvetage. C'était une drôle d'affaire, cette traversée. On était tout le temps informé de notre position par le pilote. C'était par interphone. Il criait la position au navigateur qui la transmettait à son tour. Tandis qu'on nous remorquait au-dessus de la Manche, ils ont commencé à chanter. Ils chantaient, ils étaient guillerets. Ils étaient suffisamment bêtes comme le sont les jeunes de leur âge pour faire ce genre de choses. Mais le pilote a relevé le panneau mobile et il m'a dit « Arrête de chanter, les Allemands risquent de t'entendre ». Alors j'ai arrêté de chanter. Il y a toujours le blagueur pour qu'on puisse rigoler et pour nous aider à garder le sourire. Mais ça se calmait au fur et à mesure qu'on approchait de la France. 5732 from a 160, touch standby from a 160 20 17. Il y avait une énorme table là. Et nous, les traceuses, on était assises tout autour. Je n'avais pas beaucoup de responsabilités. Mais c'est un grand honneur d'avoir été là pour aider à rendre le monde meilleur, comme on le croyait à l'époque. C'est la table de traçage du jour J. Et si vous regardez tous les petits blocs, vous verrez qu'ils vont tous plein sud. Il y en avait des centaines, donc toute la table en était recouverte. Ça devait ressembler à une table sur laquelle quelqu'un aurait jeté une tonne de biscuits. Il y avait tant de signaux et de plaques que dans notre salle de traçage à Southwick, on avait l'impression qu'on aurait pu rejoindre la France en marchant sur les navires. Le pilote du remorqueur me donne les distances et le timing. 5, 4, 3, 2, 1. Right,
we've cast off. Le pilote crie « Bon vent !» et au moment où il me signale d'y aller, mon copilote décroche. Je suis libre et le planeur est libre. Everything was intensely quiet at that moment. Immediately you cast off, Au moment où on se décroche, there's a quiet. le calme s'installe. The glider becomes quiet. Le planeur se fait silencieux et les hommes que vous transportez, qui avaient été bruyants tout le trajet, You've been noisy all the way. blaguaient et fumaient. Chatting away and smoking and so. Dès que vous décrochez, Cast off. Everyone goes quiet. tout le monde se tait, puis il y a une petite pause, Pause for a little while. And the et le glider planeur then prend possession du ciel, full of the sky. He seul, controls the glider. et l'opération peut commencer. On the operation proper. As soon as we got to about 1,000 feet, I could recognize exactly where we were through the aerial photographs I'd studied for 6 weeks. 5, 4, 3, 2, 1, go. J'effectue un virage de 90 degrés sur la droite, Right-hand turn of 90 degrees. un virage serré sur la droite que m'indiquent les instruments. Again on the instrument. On that side, of course, was the pond. Je me lance sur la trajectoire, m'occupe de la vitesse du planeur, puis je garde le And then cap. I stay on that course. We're now at about 200 feet. The trees are rushing past us. I shout on. Je crie cap et le chronomètre démarre. Et je sais alors que je me dirige vers l'objectif qui est le pont. Which is to the field at the bridge. À partir de là, je vole près de la rivière. From then on, Et j'ai le cul vissé à mon siège. Je vois clairement l'objectif. you know, 'cause I can see the objective. And Puis then vient le moment de l'atterrissage. C'est la partie délicate. You link arms, butcher's grip, and lift up your legs and just pray to hell, because we know they're all in the hands of the glider pilot. À l'approche de l'atterrissage, ils devaient serrer leur ceinture et ne pas bouger. And suddenly there was a hell of a bump. And we knew that we had lost the wheels. Ça fait un sacré boucan, vous voulez dire? Ne serait-ce que le sifflement des ailes. The wheels left and we were airborne again, just for a couple of seconds, perhaps even less. Atterrissage, balaboum dans les champs. on the field. And then zip again. This time it was very, very shuddery. Hell of a noise because we were on the skids. Oh, it was a good C'était un bel atterrissage. J'étais doué pour ce genre de choses. thing. The first thing I saw when we broke out of the glider was the tower of that bridge, and I could hardly believe that we were 50 yards from the bridge. And the main thing apart from seeing that, was there were no firing at all. That meant we had complete surprise. As soon as they Sitôt le planeur atterrit, les hommes sont sortis. Ils ont sauté et se sont mis au travail. C'était la même chose pour les trois planeurs. the same with every other glider. Nous sommes sortis le plus vite possible. Nous avions tous pris position près du pont. Il y avait des tireurs embusqués à cet endroit. Il fallait traverser, trouver les retardataires et essayer de débusquer les tireurs, car ils étaient planqués de partout. Il y avait beaucoup de tirs. Il fallait faire attention à ne pas se tirer dessus, parce que ça ne marche pas comme dans les films, où ils prennent leur temps pour abattre quelqu'un. C'est pas aussi facile que ça. Je crois que c'est là que se trouvait le tireur qui a tué Brotheridge. Il a pris une balle dans le cou. Il est tout juste 0h22. 6 minutes sont passées depuis que Jim Wallwork a posé le premier des trois planeurs et c'est déjà une éclatante victoire. Il n'a fallu que 5 minutes pour que le Major Howard établisse son PC dans une tranchée à l'angle nord-ouest du pont. 90 hommes viennent en pleine nuit d'ouvrir la voie de l'invasion alliée. À l'instant où les trois planeurs du Major Howard atterrissent sur la rivière Horn, les éclaireurs s'apprêtent à sauter sur les zones de parachutage et atterrissage afin de les baliser. The plane
l'avion a été attaqué, des tirs de DCA se fracassaient dessus. Tinkle, tinkle, tinkle. Les pilotes étaient très bons. Ils ont pu s'aligner sur l'église d'Escoville jusqu'à l'église de Touffreville. Et j'ai été lâché à la périphérie de là où j'étais supposé atterrir pour installer la balise Eureka. Horrifié, j'ai vu un autre gros quadrimoteur qui croisait notre route. Mais par miracle, nous avons réussi à l'éviter. La lumière rouge s'est allumée et hop, on a sauté. Et je me suis posé en catastrophe dans un arbre. Celui qui était assis sur mes genoux a atterri près d'Allemands et a été exécuté. Celui devant lui a atterri sur la zone de débarquement et a été exécuté. L'homme derrière moi a rencontré un Allemand et ils se sont tirés dessus. Mon cœur faisait bam, bam, bam. Je me suis dit, je suis perdu. J'ai donc pris à gauche. Mais l'ironie du sort, c'est qu'apparemment, si j'avais pris à droite, je me serais retrouvé sur ma zone d'atterrissage. Alors si ça, c'est pas la loi de l'emmerdement maximum, ça... Enfin bon, c'était la panique totale, quoi. Il y avait 750 parachutistes lâchés dans une zone près de la batterie de Merville, dont 600 ont été rabattus par le vent à l'intérieur des terres. Ils ont atterri dans des champs inondés. Et quand je suis arrivé à 15 mètres, j'ai découvert que c'était une rivière. Alors j'ai fait tomber le sac à fourbi que j'avais sur moi et il est tombé dans l'eau. Donc je suis allé dans l'eau avec. Les parachutistes n'ont eu aucune chance. Ils se sont tous noyés. On a perdu 600 hommes, là, en 10 minutes. Le 6 juin, M. Vermeugen est sorti. Il a vu les parachutes descendre à l'endroit inondé. Le matin, il a envoyé M. Duval en canoë. Il est venu à la rivière d'Yves et nous a ramenés à la ferme de M. Vermeugen. Nous y sommes restés 2 jours. Il y avait au moins 30 hommes qui s'étaient planqués là. Nous étions trop nombreux. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti. Il y avait une autre ferme à environ 800 mètres. Pendant qu'on était là-bas, les Allemands sont venus et ont fait une descente à la ferme. Les Allemands ont exécuté Duval et M. Vermeugen. Ils les ont enterrés comme s'ils étaient des prisonniers de guerre. J'aurais dû atterrir sur la zone de débarquement à Varaville. Mais malheureusement, à cause des balles antiaériennes qui fusaient, les pilotes n'ont pas pu nous parachuter au bon endroit. J'étais sûr de me retrouver sur la zone de débarquement, au milieu d'un bataillon de 1000 hommes autour de moi, tous équipés. Et j'ai été choqué de découvrir que j'étais seul. Je savais où j'avais atterri et où étaient les containers. Et le point de rendez-vous vers où je devais aller. Et je me dirigeais dans cette direction quand j'ai fini par entendre des voix et rencontrer ceux avec qui j'avais sauté.
Quand il nous a fallu traverser les champs, nous avons dû abandonner les chariots et transporter les explosifs sur notre dos. Quand le jour s'est levé, nous avons dû nous diriger vers les haies et patienter dans les fossés le long des haies. Quand nous sommes arrivés, nous avons placé nos charges au milieu du pont. J'étais chargé de creuser un cratère et nous avons fait sauter le pont. Je suis sans doute le seul médecin militaire survivant à avoir été parachuté à Ranville. Je pouvais entendre le crépitement et le bruit sourd des armes à feu, d'une attaque sur le pont. Je me trouvais alors à plus d'1,5 km du pont Pegasus, et je pouvais entendre l'attaque qui s'y déroulait. J'ai marché de Bréville jusqu'à l'église de Ranville, au clocher si reconnaissable et qui nous a si bien guidés en chemin. Je n'ai croisé qu'un seul homme, un des nôtres. Mais ça s'est corsé plus tard, quand nous avons subi des tirs de fusil et de mortier. Nous avons réellement et totalement pris les Allemands par surprise dans ce coin-là. La bataille a été rude dans toute cette zone, mais pas tant que ça, bien que les Allemands aient approché la périphérie du bas de Ranville. Ça a été une bataille féroce, mais les Allemands ont été repoussés. Ils se sont avancés et s'attendaient à nous balayer d'un revers de la main. Ils ont complètement négligé l'arrivée de la division aéroportée. Ça a été une remarquable réussite. On m'a envoyé à Hérouvillette, car c'est là-bas que ça a tiré à ce moment-là. Les officiers ou sergents nous criaient « Avancez, avancez devant !» On est arrivé devant un portail et mon meilleur ami a été tué. Mon ami a sauté tout en haut, puis... Il est redescendu et je lui ai dit « Allez, traîne pas trop, Stocky !» Je lui ai filé un petit coup de pied, là, comme ça, et il est tombé raide. Il était mort, bien sûr. Et j'ai fait quelque chose que je n'étais pas censé faire. J'ai tué des types qui avaient les mains en l'air. Un jour, il faudra probablement que je réponde de ça. Je ne sais pas pour les autres, mais moi j'étais un animal. Tout ce que je voulais, c'était tuer. Excusez-moi. Il est 4 heures du matin. Dans moins d'1 heure va commencer le pilonnage des fortifications allemandes, qui s'étendent tout au long de la côte. Mais il reste une mission primordiale. 700 hommes doivent s'emparer de la redoutable batterie de Merville. 3 planeurs doivent se poser en renfort au milieu du poste de défense ennemi et créer la surprise. Mais à l'heure de l'assaut, pas plus de 150 parachutistes sont au rendez-vous. Les autres se sont noyés dans les marais de la Dive ou perdus sur les zones de largage. On dira plus tard de ces hommes. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait.
On devait détruire la batterie de Merville, ainsi que les ponts qui enjambaient la rivière Dives. Comme ça, les Allemands ne pourraient pas facilement recevoir le renfort. Nous les avons attaqués de front, à travers les barbelés, à travers les champs de mines et au-dessus des fossés anti-tanks. Et ensuite, on a combattu l'ennemi à l'intérieur de la batterie. Il y avait tellement de barbelés qu'ils ne pouvaient pas atteindre la batterie. Ils ont utilisé des explosifs, des grenades. Ils ont tout essayé pour déblayer les barbelés, mais ils n'y arrivaient pas. Alors, quelques hommes se sont jetés à plat ventre sur ces barbelés pour que leurs copains leur marchent dessus, franchissent l'obstacle et lancent des grenades dans les tranchées allemandes. C'est comme ça qu'ils ont pris la batterie de Merville. 4h45. Le colonel Otway envoie une fusée jaune, signe de mission réussie, en direction des navires qui attendent l'ordre de pilonner. 15 minutes de plus, et les obus de marine se seraient abattus sur la batterie et les rescapés du bataillon. Sur les 700 combattants engagés dans cette mission, il ne reste que 70 hommes, au moment où la flotte s'apprête à tirer. Le jour se lève, il est gris, froid et pluvieux. Le vent soulève en mer des vagues de 2 mètres. Tous les navires de guerre ouvrent le feu sur les batteries côtières. « 6h30. Tous les bombardements ont cessé. Le débarquement commence. » Les commandos sont venus nous relever. Un peu comme une passation de pouvoir, si vous voulez. Ils étaient là pour nous relever. Nous avons tenu notre position, ce qui n'était pas très compliqué en fait, une fois qu'on avait fait le nettoyage. Les troupes de Lovat sont arrivées, nous étions contents de les voir. Vous voyez ? Ça faisait longtemps qu'on était là, on graissait nos fusils, on poursuivait le travail et ce genre de broutilles. On a été transportés à la base de Brize Norton, d'où nous avons décollé. On a embarqué et on est parti à 6 heures du soir. Ce 6 juin au soir, c'est une véritable armada qui s'apprête à décoller depuis les bases de Brize Norton, Harwell, Tarrant-Rushton. Alors que la Panzer Division de Rommel a réussi une percée et s'approche dangereusement des plages de débarquement, 246 avions, 220 planeurs vont aller consolider les positions que les hommes continuent de défendre depuis la nuit précédente. Alors que le débarquement est à présent terminé, la bataille de Normandie vient de commencer. En moins de 30 minutes, 150 planeurs viennent se poser à Ranville, premier village français libéré. Lightning over the coast of Europe as we go in. The sun is blazing down brightly now. It's almost like an omen, the way it suddenly come out just as we were going in. The whole sky is bright, the sea is a glittering mass of silver, with all these craft of every kind moving across it, and the great battleships in the background blazing away at the shore. The paratroops are landing. They're landing all around me as I speak. They've come in from the sea, and they're fluttering down, red, white and blue parachutes fluttering down, and they're just about the best thing that we've seen for a good many hours. They're showering in, there's no other word for it. We landed. On s'est posé tôt dans la soirée, sur la zone d'atterrissage de Ranville. Prime Minister Churchill earlier told Commons that our soldiers have penetrated France, in some cases several miles inland. The Prime Minister told us that our airborne landings, the landing of the troops who bore the first brunt of battle, was an outstanding feat on a scale far larger than anything there has been far in the world.
La zone d'atterrissage était truffée de poteaux spaghettis pour nous arrêter. Et nous avons eu une aile cassée. Et les autres planeurs volaient autour. On s'en est sorti. Mais beaucoup de soldats qui sortaient des planeurs ont été tués par des tirs d'obus. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Le planeur est arrivé à cet endroit, ici. Et on s'est dirigé vers la colline de Bréville. Pendant tout ce temps, les Allemands nous bombardaient avec leurs obus pour nous rendre la tâche difficile. Les célèbres troupes d'Hermann Göring sont arrivées et se sont faufilées dans le bocage. Et ils couvraient le terrain en nous balançant des grenades. Ils nous ont balancé tout ce qu'ils pouvaient pour tenter de nous détruire. C'est la colline dont Rommel, après y avoir grimpé, a dit que celui qui la tiendrait contrôlerait la guerre. Nous avons été bombardés d'obus de mortier toute la nuit. Et les obus tombaient sur les arbres, explosaient dans les arbres, et les branches volaient dans tous les sens, comme des lances. C'était une nuit affreuse. Quand les obus tombaient dans les arbres, il pleuvait des éclats de bois. Vous ne pouviez pas tendre la main. Vous étiez blessé par des éclats de bois. Ça tombait partout sur vous. Un moment terrible. L'odeur était toujours là. C'était un mélange d'odeurs d'explosion, de fumée, de feu. Et vous avez aussi l'odeur des corps. L'odeur était terrible. Vous avez des morts. Les corps commencent à pourrir dans la chaleur de juin. L'atmosphère empestait le cadavre. L'endroit empestait la mort. Des animaux avaient été tués et la puanteur de ces cadavres et ceux des soldats morts étaient insoutenables. Avant de rentrer chez moi, après 13 semaines passées ici, j'ai dû déterrer environ 20 soldats. On devait aller sous leurs uniformes, les ouvrir, à travers leurs vestes, à travers leurs chemises. Et c'était de la chair rose en putréfaction. On n'arrivait pas à trouver leurs plaques militaires. On fouillait avec des crayons leur cage thoracique. On retirait la chaîne pour les identifier. C'est une expérience que j'oublierai jamais. Le 12 juin dans l'après-midi, le caméraman Norman Clegg est fauché en pleine action alors qu'il filme les images de la bataille de Bréville. Son ami et complice, l'opérateur Ian Grant, qui était à ses côtés, lui rend un dernier hommage et filme sa mise en terre au cimetière de Ranville. C'est au sergent Norman Clegg que nous devons une grande partie des images de combat de notre film. Ils n'ont pas oublié, ils n'oublieront jamais ce que cette terre de France représente pour eux. En rang de plus en plus clairsemés, ils reviennent chaque année pour se souvenir, pour rendre visite à leurs camarades, à tous ceux qui ne sont pas rentrés. Combien d'années pourront-ils faire encore le voyage? Peu importe, ils sont là, fidèles à ce rendez-vous sacré, fidèles à leurs paroles données. Ils resteront à jamais les symboles de notre liberté retrouvée. Monsieur Duval's name. Sorry I missed last year.
J'achète chacune de ces gerbes. Elles coûtent, je sais pas. En fait, je suis pas riche, je n'ai fait que travailler dans ma vie. Mais j'y mets chaque sou. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'être ici, à vous parler. Ce n'est pas facile. Et chaque fois que je dépose une gerbe, je récite ces vers. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Et je me souviendrai d'eux. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, and I hung my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take